La journée africaine de l'état civil est célébrée le 10 août de chaque année. Le Mali s'est lancé dans un vaste chantier de modernisation de l'état civil. Les membres de la commission de l'administration territoriale du Conseil national de transition et LVTAS sensibilisent les membres de l'organe législatif sur les enjeux de l'état civil au Mali. Il s'agit de les familiariser avec les notions liées à l'état civil et les réformes engagées. Les opérations de curage des caniveaux et collecteurs se poursuivent normalement à Bamako. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a fait le constat hier au niveau des collecteurs de Bankoni et Missabougou. Le taux d'exécution des travaux est de 96%. La ministre Doumbia Mariam Tangara invite les riverains à ne plus déverser les ordures dans ces ouvrages. Les contrevenants s'exposeront à de lourdes sanctions. La femme sera à l'honneur dans cette édition, cette veille de la célébration de la panafricaine. Le thème national a trait à la justice sociale et à la promotion des droits des femmes. Ce soir, la rédaction vous propose un grand format sur 2 femmes qui collectent les bidons plastiques utilisés et les revendent pour aider leur mari à subvenir aux besoins de la famille. Pluie et fraîcheur sur Bamako, très heureuse de vous servir. Bonsoir à tous et merci pour votre constante fidélité à ORTM1. Nous sommes le mercredi 30 juillet 2025, jour de Conseil des ministres. La tradition a été respectée. Le Conseil des ministres s'est réuni donc ce matin en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, a procédé à des nominations et entendu des communications. Avec moi, Mamadou Koni, bonsoir. Bonsoir, Awama. Le contenu du communiqué du Conseil des ministres est avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits de l'homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale de la protection judiciaire des enfants. Les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'enfant ratifiés par notre pays recommandent pour l'enfant en conflit avec la loi un traitement spécifique distinct de celui réservé aux adultes et l'institution d'un système complet de justice pour les enfants porté par des services spécialisés. Ce principe apparaît spécifiquement dans la Convention relative aux droits de l'enfant et dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui invite les États parties à promouvoir l'adoption de lois et de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infractions à la loi pénale. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements internationaux, le Mali a adopté la loi numéro 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridiction pour mineurs et l'ordonnance numéro 02-062 PRM du 5 juin 2002 portant code de protection de l'enfant dont la mise en œuvre a permis de marquer la spécificité de la protection des droits de l'enfant dans la pratique judiciaire. Cependant, l'évaluation du système de justice pour enfants réalisée en 2021 a révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de texte adopté crée la Direction nationale de la protection judiciaire des enfants avec pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale dans le domaine de la prise en charge des enfants en contact avec la loi et d'en assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Il prévoit également l'effectif du personnel nécessaire à son fonctionnement pour les 5 prochaines années. 2. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, est confronté à des défis sécuritaires, économiques, financiers, climatiques et de gouvernance qui ont engendré des conflits inter- et intracommunautaires, des rébellions successives avec comme corollaire l'instabilité politique et institutionnelle, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Les crises insurrectionnelles survenues depuis 1960 ont été gérées à travers des accords, notamment
L'accord de Tamanrasset, signé à Tamanrasset le 6 janvier 1991, le pacte national signé à Bamako le 11 avril 1992, l'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal, signé à Alger le 4 juillet 2006, l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix, signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé à Bamako le 15 mai 2015 et parachevé le 20 juin 2015. Malgré les multiples initiatives de l'État, des institutions régionales et internationales, dans le cadre du processus de paix, l'insécurité persiste et notre pays connaît depuis 2012 une profonde crise qui a impacté les fondements de la nation et entraîné l'effritement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président de la transition, chef de l'État, tirant les enseignements des différentes rébellions, prenant en compte les acquis des accords subséquents et dans le but d'associer l'ensemble des Maliens à la recherche d'une paix durable, a décidé l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation. Dans ce contexte, il a initié le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui a recommandé, entre autres, la rédaction d'une charte pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La présente charte sera le document de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Sa vision est une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix dans un État refondé, reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable. Le projet de loi adopté permettra de consolider l'unité nationale, de restaurer la paix, de renforcer la sécurité, de raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la 26e édition de la réunion statutaire des présidents des cours des comptes de l'Union économique et monétaire ouest africaine, tenue du 14 au 18 juillet 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette 26e édition, placée sous le thème « Renforcer la reddition des comptes pour une gouvernance publique responsable », avait pour objet l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes publics et des résultats des contrôles effectués au titre de l'exercice 2024 par les cours des comptes des États membres et par la Cour des comptes de l'UEMOA. Sur la question de l'adoption par règlement du statut type des magistrats des juridictions financières, le Mali, après avoir partagé son expérience, a soutenu l'idée d'un statut type adopté sous forme d'une directive plutôt que par voie de règlement. En marge de cette 26e édition, la délégation du Mali a eu une séance de travail avec les représentants des cours des comptes des États membres de la Confédération des États du Sahel en vue de définir les contours d'un partenariat entre les juridictions financières de l'espace confédéral. B. De la célébration de la 11e édition de la Journée internationale de lutte contre la traite des personnes. La célébration de cette 11e édition, placée sous le thème « La traite des êtres humains est un crime organisé, mettons fin à l'exploitation », sera marquée par des activités programmées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées du 29 juillet au 14 août 2025. Ces activités se traduiront à Bamako et à Koulikoro par des diffusions de messages vidéo, d'articles de presse et de messages radiophoniques, des conférences débats, un concours de plaidoirie des jeunes juristes, une donation de vivres et de non-vivres au centre d'accueil et d'hébergement des victimes de traite, ainsi que des personnes déplacées internes. À l'occasion,
Des sessions de sensibilisation communautaire et des caravanes d'information sur la traite des personnes se dérouleront également à Ségou, Sikasso, Bougouni et Kangaba. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines prévue le 23 août 2025 à Bamako. L'Observatoire des fonctions publiques africaines, créé le 5 novembre 1991, a pour mission, entre autres, l'appui aux États dans la collecte d'informations sur l'état des fonctions publiques et leur traitement, de manière à offrir aux ministres une perspective comparative des problèmes qui se posent dans les différents pays et identifier les programmes et projets régionaux tendant à une meilleure intégration des fonctions publiques. Au cours de la 11e conférence tenue à Cotonou, au Bénin, du 14 au 17 novembre 2018, le Mali a été désigné pour assurer la présidence de l'Observatoire. Cette 12e conférence des ministres, qui sera précédée de la réunion des experts du 21 au 22 août 2025, permettra entre autres d'examiner et de valider les rapports d'activité 2018-2024 et le rapport financier du secrétaire exécutif, de relire les textes de l'Observatoire en vue de recadrer sa mission, de désigner un nouveau secrétaire exécutif. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres A. de la tenue de la 5e édition de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du 15 août au 7 septembre 2025 à Bamako. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, est une compétition de football dont l'objectif est la mobilisation sociale des jeunes et des différentes régions du pays en vue du brassage humain et culturel. La compétition regroupe, en plus des équipes de la présidence, du gouvernement et du Conseil national de transition, celles des ligues de football de toutes les régions ainsi que du district de Bamako. Un match de gala opposera l'équipe des membres du gouvernement et du personnel de la présidence de la République à celle du Conseil national de transition le 15 août 2025. Les ministres chargés des sports des pays membres de la Confédération AES seront les invités d'honneur de la finale de cette 5e édition. B. De l'organisation du concours national du plus beau quartier. Dans le cadre de l'embellissement des villes et de la promotion de la citoyenneté active, de nombreuses initiatives citoyennes émergent dans l'ensemble du pays. Ces actions portées par des citoyens de toutes les couches sociales traduisent un réel engagement pour l'amélioration du cadre de vie. Afin de fédérer ces initiatives et de les inscrire dans une dynamique nationale cohérente, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, prévoit d'organiser le concours du plus beau quartier pour encourager les initiatives locales d'assainissement, d'embellissement et de gestion durable des quartiers, valoriser l'engagement citoyen à travers des actions concrètes, promouvoir la cohésion sociale et la solidarité de voisinage, impliquer la jeunesse dans le développement urbain et communautaire. Le concours mettra en compétition les quartiers des régions ainsi que ceux du district de Bamako. C. De la clôture du programme de formation dénommé à l'école de la citoyenneté le 20 juillet 2025 dans les régions pilotes et le 24 juillet 2025 au Palais des Pionniers. Le programme à l'écoute de la citoyenneté vise à inculquer chez les jeunes le sens du patriotisme, les valeurs de citoyenneté et de civisme et l'engagement en faveur de la construction et de la défense de la nation et de l'espace AES. La 4e cohorte du programme, lancée officiellement le 10 juillet 2025 à Bamako et les 10 et 11 juillet 2025 dans les régions pilotes, a permis de former 1800 jeunes, dont 400 à Bamako, comprenant des jeunes des pays membres de la Confédération des États du Sahel, ainsi que de la diaspora, 1400 dans les régions de Sikasso, Kay, Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. L'objectif visé est de forger une jeunesse consciente,
engagée et toujours prête à répondre à l'appel de la nation et de l'espace confédéral. 4. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions du Forum international de la diaspora. Le Forum international de la diaspora, tenu du 17 au 19 juillet 2025, sous le thème « Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national », a réuni les membres du gouvernement et des institutions de la République, des ministres chargés de la diaspora de la Confédération des États du Sahel, les délégations de certains pays amis, les missions diplomatiques et postes consulaires, les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, les partenaires techniques et financiers, les investisseurs de la diaspora et les organisations de la société civile. Ce forum a mobilisé plus de 300 investisseurs de la diaspora venus de 66 pays à travers le monde et a été un cadre de rencontre entre les investisseurs de la diaspora et d'exposition de savoir-faire. La table ronde ministérielle et les panels thématiques ont permis de partager les expériences et de formuler plusieurs recommandations. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la tenue du premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de la Confédération des États du Sahel, prévu les 7, 8 et 9 août 2025 à Bamako. L'objectif de ce forum est d'apporter des réponses concrètes, adaptées et durables aux défis posés en vue de l'amélioration de la situation humanitaire dans l'espace de la Confédération AES. Il s'agira, entre autres, de faire l'état des lieux de la situation humanitaire dans l'espace confédéral en identifiant les enjeux, les défis et les perspectives, de partager les expériences et les bonnes pratiques des différents pays en matière de gestion des crises humanitaires, d'examiner les opportunités de coordination et de mobilisation stratégique des acteurs nationaux et régionaux, de définir des approches d'action anticipatoire pour une meilleure prévention des chocs. Ce forum sera l'occasion de réfléchir sur les mécanismes endogènes de financement de l'humanitaire et de créer un cadre de collaboration entre les institutions des 3 pays et leurs partenaires. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Plaise à Dieu. La suite de cette édition avec cette journée d'échange qui s'est ouverte ce matin à Bamako sur les enjeux de l'état civil au Mali. C'est une initiative de la Commission de l'administration territoriale du Conseil national de transition et Helvetas. Cette cérémonie se tient à quelques jours de la célébration de la journée africaine de l'état civil le 10 août prochain. Il s'agit de soutenir les différentes initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'état civil au Mali. Le reportage de Alou. La modernisation de l'état civil est un des chantiers majeurs de la transition. Elle passe par des réformes qui méritent l'attention de tous les décideurs, en particulier les législateurs. Le présent atelier consacré aux enjeux de la modernisation de l'état civil vise à imprégner les membres du CNT des enjeux liés à ces réformes. Le Mali s'est engagé dans une réforme profonde de son dispositif de délivrance des actes et de gestion des données d'état civil. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été engagées, tant sur le plan de l'amélioration de l'offre de services de l'état civil, de la sensibilisation des populations à l'importance de la déclaration de l'enregistrement des faits d'état civil, naissance, mariage et décès. Et je me réjouis qu'une institution comme le Conseil national de transition ait saisi la hauteur de cet enjeu et se soit engagé à travailler sur ce sujet. L'un des grands défis de la modernisation reste la numérisation du processus d'obtention des actes d'état civil. Ce processus de modernisation est une phase cruciale qui requiert une collaboration étroite entre le gouvernement et l'organe législatif. L'état civil garantit les droits civiques
et fondamentaux de l'ensemble des citoyens, mais c'est aussi un instrument de planification socio-économique qui doit être accessible, fiable et sécurisé pour l'ensemble des Maliens. L'informatisation et la gestion électronique du système d'état civil, afin de parvenir à la numérisation des données et à la digitalisation de celui-ci en vue de garantir la fiabilité et la complétude dans la délivrance du service d'état civil est gage de maîtrise et de sécurisation pour nos actes essentiels. Je veux parler des actes de naissance, de mariage, de décès, etc. Ainsi, la consolidation des faits d'état civil dans les registres physiques migreront vers des registres numérisés et à moyen et long terme vers des registres électroniques digitalisés. À l'issue des échanges qui vont durer 48 heures, les membres du CNT maîtriseront les tenants et aboutissants des réformes visant la modernisation de l'état civil au Mali. Et nous ouvrons une page spéciale sur la célébration de la panafricaine de la femme à quelques heures des festivités qui auront lieu demain 31 juillet au Centre international des conférences de Bamako. Et à cette occasion, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille adresse un message à ses sœurs, message dans lequel Diarra Djeneba Sanogo rappelle les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la femme. Le thème de l'édition 2025 porte sur la justice sociale et la promotion des droits des femmes. Je vous propose un extrait du message de la ministre en charge de la promotion de la femme, des propos recueillis par Inaba. Le Mali célèbre la journée du 31 juillet sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes maliennes à travers la promotion de leurs droits ». Ce choix est une invite à la réflexion collective, un appel à l'action pour plus de dignité, de représentation des femmes dans les instances de prise de décision, d'égalité d'accès à la santé, à l'éducation, à la justice, aux opportunités économiques, à l'emploi pour les femmes, mais aussi pour leur forte implication dans la gestion des ressources naturelles, dans la lutte contre le changement climatique, entre autres. Souvenons-nous que les pionnières maliennes de l'Organisation panafricaine des femmes ont sémé les graines de la liberté, de l'égalité et de la dignité. À nous de faire croître cet héritage, à nous de bâtir un Mali où chaque fille naît avec la certitude que son avenir sera libre, digne et juste. Nous ne pourrons bâtir ce Mali fort, uni et prospère sans corriger les déséquilibres de genre qui freinent notre développement. C'est pourquoi les plus hautes autorités du Mali, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours mis les questions des droits des femmes au cœur de son agenda pour le Mali, à travers les réformes politiques et institutionnelles. Et pour être en phase avec le thème national, l'ONG pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité et de la santé et de l'environnement a organisé un séminaire de sensibilisation des femmes leaders. Le thème retenu pour la dite journée était les innovations du code pénal en matière de répression des atteintes au genre. Le reportage de Awada Mankoulibaly et de Tchadja Kamara. Nombreux sont les actes de violence autrefois impunis qui, aujourd'hui, sont considérés comme délits ou crimes par la justice malienne. La reconnaissance du féminicide comme infraction, la criminalisation du viol conjugal, l'aggravation des peines pour les auteurs de harcèlement sexuel et de mariage forcé, l'élargissement de la définition des violences basées sur le genre, qui intègre désormais les violences économiques, psychologiques et symboliques, longtemps ignorées mais pourtant destructrices. Ces infractions de violence basées sur le genre ont fait une forte progression et les statistiques avancées sont assez remarquables. Au plan international, il est indiqué que 6 femmes sur 10 subissent ces violences.
Le respect des droits de l'homme est fondamental, certes, mais réprimer quand ils sont transgressés est plus que nécessaire. C'est de cela qu'il s'agit dans le nouveau code pénal adopté en décembre 2024. Il y a d'abord des infractions classiques qui existent dans le code pénal depuis l'indépendance, qui ont été revues cette fois-ci en prévoyant des circonstances aggravantes. Et en plus de cela, il y a des infractions spécifiquement commises dans le cadre de l'atteinte au genre. Les pénalités sont surtout correctionnelles. Il est plus facile de réprimer les délits que les crimes, parce qu'en ce moment, la punition arrive très vite. Mais aussi, il y a des infractions criminelles, quelques-unes. Il est attendu des 100 femmes leaders invitées de fortes recommandations, notamment sur le processus de vulgarisation et d'appropriation du contenu de cet instrument juridique. Cela donnera une orientation claire à quiconque qui se retrouvera dans le besoin. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Cet adage pour célébrer le courage et la bravoure de deux dames de surcroît, des coépouses. Leur activité journalière, collecter des bidons en plastique utilisés, les récupérer pour ensuite les revendre. Une activité que Kadiatou et Maïmouna mènent depuis des années afin d'aider leur mari à subvenir aux charges familiales. En cette journée de la célébration de la panafricaine de la femme, l'une de nos équipes conduite par Alpha Maïga est allée à leur rencontre avec des témoignages émouvants. C'est le grand format de la rédaction. Une combinaison musicale de la vedette Mougan Tafé Sako mise en valeur pour célébrer la femme malienne. Nous sommes à Garantibougou, un quartier populaire de la commune 5 du district de Bamako. Dans cette maison inachevée vivent deux femmes, Kadi et Memouna, entourées de leurs nombreux enfants. Tous les matins, dès l'aube, elles arpentent les rues et les décharges à la recherche de bidons plastiques auxquels elles redonnent une seconde vie. Pour aider notre mari, nous ramassons des bidons déjà utilisés pour les vendre. Après la collecte, nous les nettoyons soigneusement. Nous avons un client qui vient les récupérer chaque jeudi. Nous utilisons cet argent pour nos besoins au quotidien. La vente des bidons nous rapporte 5 000 à 10 000 francs par semaine. Nous habitons dans une maison inachevée que nous payons chaque mois. Les propriétaires ont refusé même d'émettre un portail. Je suis venue acheter des bidons. 10 bidons, c'est à 25 francs. Nous voyageons par car pour vendre les bidons. On s'est connus à travers cette activité. Quand on s'est vus, je les ai demandé s'ils vendent des bidons. Ils m'ont indiqué leur lieu de vente et je suis venue. Malgré la fatigue, ses coépouses gardent le sourire, portées par les chansons qui célèbrent la témérité et la résilience de la femme africaine, surtout pendant ce mois de la panafricaine. La panafricaine de France, c'est pour galvaniser les femmes, d'encourager dans leur lutte, dans leur travail, dans la vie quotidienne. Nous ne savons rien de ces journées dédiées aux femmes. Nous attendons parler, personne ne nous y associe. Leur mari, conducteur de moto-taxi de son état, les soutient dans cette aventure quotidienne. C'est cela, le véritable symbole de l'union et de la solidarité familiale. La paix a de tout le temps régné dans mes deux foyers. Entre mes deux épouses, il n'y a aucun malentendu. Les voisins apprécient Kadi et Memouna, toujours prêtes à collaborer et à aider lors des cérémonies sociales. Pour les aider au mieux qu'on peut. Vraiment, c'est des gens qui nourrissent leur famille au sueur de leur front. Elles nettoient carrément les rues. Ça, il faut le comprendre. Les enfants suivent leur maman pour faire le même travail. Nous sommes voisins et il n'y a rien de grave entre nous. Elles sont courageuses et nous le savons. Nous, les fidèles de la mosquée, nous voyons souvent des femmes venir payer des bidons. Quand elles viennent à la mosquée, nous donnons en fonction de nos moyens. Nous souhaitons qu'à chaque fête dédiée aux femmes, qu'elles pensent surtout aux plus démunis en offrant des petits cadeaux. Malgré les différentes maladies qu'on peut contracter au contact des ordures,
Ces femmes sacrifient leur vie pour aller chercher leur pain quotidien. Grâce à leur travail, elles aident leur mari à supporter les charges de la famille et prouvent chaque jour que la femme africaine est un pilier incontournable de la société. Les femmes sont tout dans notre société. Ils nous éduquent les enfants. Ils font les travaux champêtres. Ma coépouse, travaillons tous ensemble. On s'entend très bien. À travers Kadi et Maimouna, c'est l'esprit de la panafricaine des femmes qu'on célèbre. Le courage, la dignité, malgré l'adversité supposée des coépouses. On dit que la tienne fait. Parce qu'il n'a pas été là. Tout à fait, des exemples qui contribuent à l'autonomisation de la femme et à suivre dans nos programmes un film documentaire sur l'Organisation panafricaine des femmes intitulé Organisation panafricaine des femmes, acquis et défis, un film réalisé en 2017 dans le cadre de la commémoration de la Journée panafricaine des femmes du 31 juillet aux environs de 22h15. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Premier ministre lançait le 15 mai dernier les opérations de curage des caniveaux et collecteurs au niveau du district de Bamako. À la date du 24 juillet, le taux d'exécution des travaux dépasse les 96% et des travaux sont terminés par endroits qui doivent être réceptionnés dans les semaines à venir. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a effectué hier une visite pour constater l'état des collecteurs des quartiers Bankoni et Missabourou qui avaient été curés, tout comme plusieurs autres collecteurs, par les plus hautes autorités pour faciliter le passage de l'eau de ruissellement pendant l'hivernage en vue d'éviter les conséquences des inondations. Il ressort de cette visite que les ouvrages réalisés au niveau des deux collecteurs ne représentent pas un visage reluisant car obstrué par endroits à cause des ordures déversées dans les berges déjà curées, toute chose qui n'est pas sans conséquence en cette période des pluies. La ministre s'est montrée ferme et des dispositions seront prises contre les contrevenants. Le point de la visite avec Ari Djoumatina. Accompagné de tout son cabinet, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'imprègne de l'état des collecteurs du quartier Bankoni. Ces deux collecteurs, tout comme d'autres de la ville, avaient été aménagés pour minimiser les conséquences des inondations. Le constat est que les travaux ont bien commencé et continuent à curer parce que d'après ce que l'entreprise a dit, ça fait leur 3e fois de curer. Je vois des blés qui sont entassés autour des collecteurs et puis aussi il y a des ordures qui sont déversées encore. Dans sa mission d'assurer la parfaite gestion durable des ressources naturelles, le département en charge de l'environnement va devoir prendre de nouvelles dispositions pour faire des retouches. Les entreprises vont encore récurer pour que ça puisse répondre aux normes et puis aux clauses du contrat. Donc nous lançons encore un appel aux populations riveraines de ces collecteurs-là de prendre soin de ces ouvrages parce que l'hivernage a commencé. Si on ne fait pas attention, quand ces ouvrages sont obstrués, ça va amener d'autres problèmes en cas d'inondation. La situation déplorée par les visiteurs trouve ses causes, selon eux, dans l'urbanisation non contrôlée et surtout l'incivisme en matière de gestion des ordures. Et nous restons avec le ministère en charge de l'environnement pour parler de la première réunion du comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Un exercice à mi-parcours qui permet aux différents acteurs de faire le point des réalisations dans les domaines précités. Pour rappel, le comité a pour mission d'assurer de concert avec les services techniques concernés la planification et l'information statistique dans les domaines couverts par le secteur. Le reportage de Djemba Moussakounati. Il ressort de cette première réunion du comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État que sur 33 activités programmées en 2024, seulement 13 ont été réalisées. Cette rencontre vise donc à faire le bilan des activités réalisées et faire des propositions pour le deuxième semestre de 2025. Les activités réalisées pour 2024, on peut retenir l'élaboration du recueil de données statistiques du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État sur la période 2011-2023. Mais il y a aussi l'élaboration de l'annuaire statistique, mais il y a aussi l'appui à la mobilisation des ressources
au niveau des différents secteurs, les 3 départements que nous couvrons. On a eu un taux d'exécution de 39%, mais c'est surtout pour le premier semestre 2025, là on est à 45%. En ce qui concerne le 2025, nous avons programmé 25 activités et le montant se chiffre à 819 millions de francs CFA. Une occasion pour les membres du comité de revenir sur certains rôles de la cellule de planification du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Parmi ces missions, nous avons l'alignement des politiques sectorielles avec les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable. Permettez-moi de rappeler le rôle fondamental que joue la CPS. Elle est au cœur de l'effort de planification, de production de données et de suivi-évaluation des actions dans notre secteur. Elle contribue également au suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, du plan d'action du gouvernement ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable dans le cadre de l'agenda Mali Croix à l'horizon 2063. Comme défi à relever par le comité, nous pouvons noter l'élaboration de la politique nationale de l'habitat, l'adoption de la politique nationale de l'assainissement, la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, entre autres. Après l'environnement, la santé, avec la sortie de la 16e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Elle porte le nom du professeur Tcheman Koulibaly, ancien professeur d'anatomie de la dite faculté. Pour cette cérémonie de baptême, les organisateurs ont initié un panel sur le thème « Couverture sanitaire universelle et insertion socio-professionnelle des nouveaux diplômes de la faculté de médecine, défis et opportunités ». La cérémonie était présidée par le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les précisions de Fantama Magnantao. Plus de 400 diplômés en médecine viennent de recevoir leur diplôme. Il constitue la 16e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, baptisée professeur Tcheman Koulibaly. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à rendre cette aventure possible. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin du cycle que nous célébrons, mais aussi le début d'un chapitre. En tant que parent, je partage la joie des familles qui ont accompagné, appuyé, encouragé et prié pour que ce jour soit. N'oubliez jamais, cher docteur, que pour que vous soyez là aujourd'hui, les sacrifices ont été consentis par d'autres. Le département en charge de la santé encourage ses futurs médecins à être des acteurs engagés et proches des communautés pour renforcer le système de santé. Vous commencez une vie active. Et pour cela, je vous exhorte à poursuivre la formation auprès de vos grands professeurs qui vous ont formé. Et pour cela, je vous exhorte à continuer de les côtoyer. À l'issue de ça, vous allez être meilleurs parmi les meilleurs. Le Centre international de conférence de Bamako avait pris les allures d'un amphithéâtre pour célébrer la 16e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie 2025. Et dans le même registre, l'ancien directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports vient d'être immortalisé. La dernière promotion de l'Institut porte son nom. Il s'agit de Draman Koulibaly. La promotion est forte de 287 jeunes femmes et hommes. La cérémonie s'est déroulée ce week-end en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Aminata Ouidrago. L'Institut national de la jeunesse et des sports met 287 nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Levier essentiel dans la construction d'une nation compétente, ces jeunes sont désormais bien armés pour affronter le monde professionnel. Notre formation a renforcé notre esprit critique, notre sens de collectif, notre conscience citoyenne. Le véritable défi qui vous attend est celui de l'employabilité. Dans un contexte national où la jeunesse représente à la fois une force et une priorité, vous devrez faire preuve de résilience, de créativité et de détermination. Cette promotion 2025 porte le nom de Draman Koulibaly. Il a été directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports pendant 10 ans. Vous êtes désormais prêts à vous lancer dans le monde
professionnelle ou à la poursuite de vos études, n'oubliez jamais les valeurs que vous avez acquises au cours de votre formation à l'IRDS. Vous avez librement choisi de porter les noms de M. Draman. C'est une lourde responsabilité. Désormais, vous vous engagez à incarner toutes les valeurs dont il est porteur. Jeunesse, sport et entrepreneuriat au cœur de la refondation, c'est le thème de la cérémonie organisée à l'occasion de la sortie de cette promotion 2025. N'oubliez jamais, ce diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ. Il nous appartient désormais d'incarner sur le terrain ce que vous avez appris ici. L'éthique, la passion, le travail avec le leadership. La cérémonie a été agrémentée par des démonstrations de kata en présence du ministre en charge des questions de jeunesse et des sports. Voilà, fin de formation académique. Félicitations et bonne chance aux deux promotions. Les commerçants de Caille parlent d'une même voix pour l'avenir de la profession. Ils étaient réunis en assemblée générale ce samedi. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs commerçants détaillants venus des différents cercles de la région. Tous ont salué cette initiative qui contribue à la stabilité du pays. Le reportage de Kabadjara. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Ce proverbe africain a été bien compris par les membres du groupement des commerçants maliens des CAI, GCMK. Ils ont décidé de collaborer désormais avec tous les acteurs du commerce des régions des CAI, Kita et Nyoro, afin de lutter ensemble contre les difficultés auxquelles ils sont tous confrontés. Chacun d'entre nous, dans son intime conviction et dans ses aspirations intimes, a voulu vraiment qu'on le fasse. La réconciliation. Le groupement des commerçants porte l'ambition de développer des stratégies de renforcement des capacités de la mise en réseau des catégories d'acteurs pour l'amélioration des conditions d'organisation et d'exercice à leurs activités. Limiter l'entraide et la solidarité pour l'épanouissement individuel des bien-être collectifs seront gage et succès intervention du groupement dans la région des Cailles. Le représentant du gouverneur de la région a salué cette initiative du groupement des commerçants des Cailles. On s'en réjouit vraiment de la tenue de cette assemblée de conciliation entre les commerçants des Cailles et nous osons espérer qu'après l'assemblée, l'ensemble des acteurs vont rentrer par une même porte et ressortir par une même porte. Comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Un mi-juillet a mis fin à cette assemblée générale du groupement des commerçants maliens des Cailles. Après Caille, nous nous rendons dans la cité des Balanzans et dans le souci d'améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur pastoral à Ségou, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 a entrepris une visite de terrain pour présenter ses réalisations aux autorités. Ces réalisations visent à améliorer les conditions de travail de vie des éleveurs et à renforcer les services vétérinaires et commerciaux liés à l'élevage. Le projet PRAPS 2 est financé par la Banque mondiale avec un appui du gouvernement malien. Au RTM Ségou, Jacqueline Dakou et Bassi Traori. De Touna à Tigui et Konobougou en passant par Barouili, le projet PRAPS 2 a sillonné la région du Ségou pour présenter ses principales réalisations. Les infrastructures visitées sont dédiées à l'élevage, à l'abattage, à la santé animale et à la commercialisation. Ces réalisations ont trait à la réhabilitation des bâtiments des services techniques, à la rénovation et à la construction des parcs de vaccination, tels que nous venons de visiter le parc de vaccination de Tigui et un autre parc de vaccination à Kokri. Des SASPA ont été réalisés aussi dans plusieurs cercles de la région de Ségou. Donc, ce projet PRAPS nous a levé une grosse épine du pied, nous en tant que service technique. Cette aire d'abattage est une aubaine pour nous. Ça va beaucoup nous aider dans notre travail quotidien et garantir la santé de la population. Véritable moteur de croissance, les systèmes pastoraux font vivre des milliers de personnes au Mali. On s'est entretenu avec les populations bénéficiaires. Voilà, nous leur avons demandé de tenir bien les ouvrages et de s'en occuper comme si c'était
l'argent venait de leur propre poche. Et des garanties nous ont été données pour cela. Le projet PRAPS 2 est financé par la Banque mondiale et appuyé par le gouvernement malien grâce aux résultats palpables de la première phase. À noter que la deuxième phase du PRAPS va toucher plus de 5 millions de bénéficiaires, dont 30% de femmes à travers le pays. Nous restons à Ségou pour parler de culture avec cette conférence débat organisée dans les locaux de l'université. Elle avait pour thème le tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Borolan. C'est une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette conférence animée par le parrain du mois de juillet dans le cadre de l'année culturelle au Mali visait à édifier les universitaires sur l'historique du Borolan, ses valeurs socio-économiques et culturelles mises en évidence au centre Ndomo. Ramata Konaté et Karamoro Traoré nous en disent plus. Un modèle d'entreprise textile, artisanale, inspiré de nos réalités culturelles, économiques et sociétales, le cas de Ndomo. Ce thème est décortiqué au cours de cette conférence animée par le parrain du mois de juillet, promoteur du centre Ndomo, un centre dédié à la promotion du Borolan, une identité de notre culture et calquée sur nos traditions. On s'est référé sur les 3 formes de travail qui existent au niveau de notre société. Et ces 3 formes sont Furubabara, le travail collectif, John Furubara, le travail individuel, et Jatgido, le travail de soutien. Et ces formes ont existé chez nous durant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, en les utilisant dans le fonctionnement de l'atelier, on a un résultat impeccable. L'artisan parvient à avoir son propre compte d'épargne et à pouvoir construire, à pouvoir se marier, à pouvoir préparer la retraite et à pouvoir être un citoyen au sein de la société. On a suivi une conférence exceptionnelle sur le Domo. J'ai retenu beaucoup de leçons, des notions sur ma propre culture que je ne savais pas. On a su surtout que le Borola est un habit on peut prier avec. À travers cette conférence, il est question de partager davantage l'expérience du centre Ndomo pour que les jeunes puissent s'en inspirer. Monsieur Doumbia, c'est une bibliothèque vivante. C'est une personne qui a su lier l'art, l'artisanat et aussi le développement communautaire. Donc, quand on voit même la genèse du Domo dans sa présentation, on voit que ça ne s'est pas fait au hasard. Tout ça, ça part vraiment d'une réflexion. Comment accompagner la jeunesse, comment valoriser notre savoir-faire. Quand on fait le lien, donc c'est sous forme une symbiose entre les deux, l'école traditionnelle et l'école moderne. On tire beaucoup d'enseignements dans ce qu'il est en train de proposer aux enfants. Le lien entre les deux ne fera que promouvoir le talent dans les deux sens. Cette conférence qui a regroupé des acteurs du monde culturel, des étudiants, se tient dans le cadre du projet 2025, année de la culture au Mali. C'est pour faire de la culture un levier du développement et de la refondation du Mali. Du nouveau chez Orange pour répondre aux besoins de la clientèle. Orange Finance Mobile s'engage dans un partenariat solide avec certaines banques de la capitale. Un partenariat a été signé hier dans ce sens entre Orange Finance Mobile Mali et la Banque pour le commerce et l'industrie. Cette cérémonie de lancement a réuni de nombreux partenaires de l'institution financière bancaire. L'objectif est de faciliter la vie financière des clients et c'est là à travers des transferts entre les comptes bancaires et Orange Money. Ibrahim Koukounati, reportage. Cette collaboration vise à faciliter les transferts d'argent entre les comptes bancaires et les portefeuilles mobiles Orange Money, offrant ainsi aux usagers une solution rapide, sécurisée et accessible partout et à tout moment. C'est le début d'un partenariat solide entre la BCI Mali et Orange Finance Mobile Mali au service d'un objectif clair, faciliter la vie financière de nos clients. Une étape de plus dans notre engagement commun, l'accès aux services financiers au Mali. Dans un monde en constante évolution technologique, nous avons la responsabilité de proposer des services qui répondent aux besoins réels et concrets de nos clients. Grâce à ce partenariat, les clients pourront désormais effectuer des dépôts et retraits directement entre leur compte bancaire BCI et leur compte Orange Money, sans avoir besoin de se déplacer. Ça fait une économie de temps, ça fait une économie d'argent
et puis ça évite les déplacements. L'appel que je lance à nos clients particuliers, entreprises et marchands, c'est de venir souscrire massivement et rapidement à ce produit. Lors de cette cérémonie de signature, les représentants des deux structures ont salué cette avancée qui s'inscrit dans une dynamique d'innovation et d'amélioration continue des services financiers au Mali. Ils ont également réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour proposer des services adaptés aux besoins des citoyens. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé un colloque international sur la contribution du Conseil constitutionnel à la construction de l'état de droit et les perspectives. En plus des membres du gouvernement, plusieurs experts prennent part aux travaux. Le reportage de Mané Kaïan et Lambert Soma de la RTB. Juge de la régularité constitutionnelle des lois et de la procédure de révision constitutionnelle, juge des libertés et des droits fondamentaux, le Conseil constitutionnel est un acteur clé du système judiciaire burkinabé. En 22 ans de fonctionnement, il a rendu plus de 800 décisions et avis, constituant une belle œuvre jurisprudentielle selon son premier responsable. Pour autant, la vie de l'institution n'est pas un long fleuve tranquille. Le Conseil constitutionnel burkinabé a toujours été au cœur de la vie de la nation burkinabé, témoin, acteur, arbitre, conseiller et même artisan des grands événements politiques, sociaux, sociétaux et juridiques. Ces 2 décennies de fonctionnement marquent une étape significative, symbolisant une institution judiciaire qui a traversé les époques, accumulé de l'expérience et joué un rôle dans le paysage juridique national. C'est fort de cette expérience que le programme des Nations Unies pour le développement accompagne l'organisation de ce colloque international. Je salue donc l'initiative du Conseil constitutionnel qui met à profit cette opportunité pour offrir un cadre de dialogue avec les théoriciens et praticiens du droit venus d'horizons divers, de lancer une réflexion sur les ajustements à faire pour répondre aux besoins d'une justice constitutionnelle dans un monde en pleine mutation. Face aux défis du moment, le Conseil constitutionnel doit se réinventer. C'est pourquoi le Premier ministre, représentant le président du Faso, exhorte les participants au colloque à de profondes réflexions pour l'amélioration des missions du Conseil constitutionnel. Cela dans le sens de sa contribution à la protection des droits de nos populations et à la consolidation du modèle de démocratie que le peuple aura choisi. La période de transition actuelle offre une opportunité historique de repenser fondamentalement l'orientation constitutionnelle de notre pays en cohérence avec les aspirations de souveraineté nationale et les valeurs endogènes. Il est en effet temps que les juridictions et institutions constitutionnelles en Afrique engagent des réflexions profondes pour redéfinir leur rôle dans la dynamique actuelle de la quête d'une identité africaine dans tous les domaines de la vie politique et de la gouvernance. 2 décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel, contribution à la construction de l'état de droit et perspective. C'est le thème du présent colloque qui réunit pendant 72 heures à Ouagadougou un parterre d'invités venus apporter leur contribution pour l'émergence d'une justice en phase avec les aspirations des populations. Nous reformons la page AES avec du sport. Le Premier ministre Mahaman Lamine Zen a donné hier à Niamey le coup d'envoi de la 25e édition de la Coupe du président de basketball. Après 8 ans d'interruption, cette édition a comme particularité le regroupement de 24 équipes féminines et masculines des 8 régions du Niger. Le reportage de Gérard Abdoulabo. La grande fête du basketball national aux Coupes du président de la République s'est ouverte ce mardi après-midi à l'Académie des arts martiaux à Kam sous le haut patronage du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen, organisée par la Fédération nigérienne de basketball
La compétition regroupe les meilleurs clubs du pays. C'est la première fois depuis 1993 que nous avons 24 équipes chez les messieurs et 9 équipes chez les dames venues des 8 régions du Niger. C'est vraiment un coup de chapeau, pas à la fédération, pas aux joueurs et aux encadreurs, mais surtout aux autorités qui nous accompagnent, qui ont eu confiance en nous. La présence du Premier ministre à l'événement est une preuve de l'intérêt particulier qu'accordent les autorités de la refondation au sport en général et à la jeunesse en particulier. C'est la première fois, au-delà des régions, de voir les départements. Je crois que c'est une très bonne initiative et je vais vous donner un simple conseil. Soyez fair play, les officiels, soyez équitables et justes. Aux arbitres, soyez également justes. Aux spectateurs et aux supporters, soyez fair play. La Coupe du président de la République de basketball se déroulera en match continu chaque jour, matin et soir, à l'Académie des arts martiaux jusqu'au 3 août, date de la finale. Et à retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé « La gestion rationnelle des magasins » de Zakariaou Diawara. L'ouvrage retrace les 2 décennies d'expérience acquises par l'auteur à la CMDT sur la gestion des magasins. Il évoque notamment la méthode ABC de la gestion des achats, la valorisation des stocks et l'amélioration continue des performances. L'œuvre de 162 pages a été éditée par la maison d'édition La Sahelienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.